Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Face à la menace terroriste, les commerçants s'organisent pour sécuriser les lieux de commerce. Des brigades de vigilance seront installées dans les marchés de Ouagadougou. Des sentinelles pour surveiller les marchés et signaler les individus et comportements suspects. Instauré en mi-septembre pour des raisons de sécurité, le couvre-feu a été levé le 25 janvier dernier. Dans ce journal, un zoom sur l'impact de cette mesure sur l'économie burkinabé. Et puis le procès de Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, a débuté ce matin. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo comparaît en même temps que son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Ils ont tous plaidé non coupables. Des brigades de vigilance pour contribuer à lutter contre le terrorisme. L'initiative est de l'Association des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina. Ces brigades seront installées dans les marchés Eyar de Ouagadougou avec pour mission de surveiller les entrées et sorties de ces lieux de commerce, mais surtout de signaler aux forces de défense et de sécurité les personnes et les comportements suspects. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié. Djihadistes, les acteurs de la société civile burkinabé prennent des dispositions adéquates, comme c'est le cas ici de l'association sous gouvernement des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina qui met en place des brigades de vigilance dans les marchés Eyar de Ouagadougou. Ensemble, on va créer les brigades dans chaque marché, voilà, dans tous les 4 côtés de chaque marché, ou bien c'est sur une voie, tous les membres seront sur la voie pour pouvoir faire le travail. Ayant un bureau constitué de 20 membres, chaque brigade de vigilance sera formée par la gendarmerie nationale. Ils ont donné leur accord. Donc nous savons maintenant qu'elle va faire la formation à nos membres pour qu'ils savent comment surveiller quelqu'un. Voilà, un terroriste, il est comment surveiller quelqu'un qui est venu pour te faire du mal. Comment surveiller quelqu'un et puis tu vas le laisser partir et puis qu'il ne sache pas que tu le surveillais. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont là. Comment faire passer une communication très rapidement pour que la gendarmerie puisse intervenir. L'ambition de l'association sous gouvernement des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina est d'implanter des brigades de vigilance dans toutes les régions du Burkina. Les condoléances du FMI, le Fonds monétaire international au peuple burkinabé, le représentant résident de l'institution financière au Burkina Faso a exprimé sa solidarité et sa compassion au Premier ministre suite aux attaques terroristes du 15 janvier 2016. Jean-Baptiste Lehen et Paul Kabatieba ont également parlé de la relance de l'économie burkinabé après les différentes crises qui l'ont fragilisé. On l'écoute à sa sortie d'audience. Je suis venu voir le nouveau Premier ministre suite à sa récente nomination pour 2 choses. Tout d'abord, le féliciter et au nom de mon institution, le FMI, le féliciter bien entendu pour les élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, les résultats acceptés de tous. C'était aussi pour lui présenter de la part de mon institution et de moi-même mes condoléances pour les événements tragiques qui ont frappé le pays, comme nous le savons. Suite à ça, nous avons échangé sur les perspectives, parce qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent au pays. Il y a des défis en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, en matière de santé. Il faut pouvoir lever suffisamment de recettes fiscales pour pouvoir faire face à toutes les dépenses que le pays doit faire. Donc c'est de tout cela dont nous avons parlé, c'est du court terme, c'est de l'avenir à court terme, comment nous allons procéder, les prochaines missions du FMI qui viendront. Et on a tout simplement jeté les bases d'une coopération qui, j'en suis convaincu, sera très fructueuse. Des propos recueillis par Mamadou Dabiré et Bouma Ernest Nebié. L'Allemagne va injecter 55 milliards de francs CFA dans 3 secteurs au Burkina Faso, dont l'écologie et l'eau. Le sujet était au centre de l'audience entre l'ambassadeur Paul Dietrich et Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. On écoute le diplomate allemand à sa sortie d'audience.
Pour les 3 années, on prévoit un montant de 55 milliards de francs CFA qui sont disposés dans le programme d'écologie, de décentralisation de l'eau. Plus on est ouverte pour un dialogue sécuritaire avec le Burkina Faso, surtout dans ce temps difficile. On veut faire plus pour développer des régions frontalières au Burkina Faso, surtout le Sahel. On veut intensifier les contacts. On espère de voir des visites en Allemagne et des parlementaires européens ici. Donc on s'attend à un dialogue vif et intensif. Alors, une interview réalisée par Roger Kam et Viviane Tiendrebego. Les commerçants burkinabés souhaitent une profonde réforme du secteur du commerce. Une délégation du SINACOMB, le syndicat national des commerçants du Burkina, a remis au ministre en charge du commerce et de l'industrie un document dans lequel sont répertoriés les principaux mots qui minent le développement de l'activité commercial. Le syndicat dit compter sur les nouvelles autorités pour l'application d'une politique de relance de l'économie du pays. Gérard Sommet, Abdelaziz Yagibou. Des tristes épisodes qui ont marqué la vie du secteur du commerce depuis 2011, tels les dommages subis lors de la mutinerie, de l'insurrection populaire, du coup d'État manqué et de la toute dernière série d'incendies, le syndicat national des commerçants du Burkina SINACOMB tire un bilan au goût amer. À ces péripéties s'ajoutent d'autres maux qui minent le secteur, tels la fraude et le non-respect des textes réglementaires par certains acteurs du domaine. Une multitude de préoccupations que le SINACOMB a consignées dans ce document soumis au ministre de tutelle pour examen et recherche de solutions. Dans ce document, nous avons essayé de résumer tout ce qu'il y a comme difficultés qui minent le secteur du commerce à travers un diagnostic qui a été fait par les commerçants eux-mêmes. Il y a aussi des solutions que nous avons suggérées au gouvernement. Donc nous croyons qu'à l'issue de l'exploitation de ce document, le gouvernement saura nous revenir pour voir quelles sont les mesures à prendre. Le ministre Stéphane Sano de saluer cet engagement du SINACOMB à défendre le secteur du commerce. On a pris un engagement ferme devant eux que ce sera fait dans les plus brefs délais et même que notre retour aussi sera de façon rapide. Dans une semaine, on va répondre donc à leurs préoccupations contenues dans ce document qu'ils nous ont remis. Quant aux flammes qui ravagent ces derniers jours les installations commerciales, le ministre de tutelle rassure que des dispositions ont été prises pour maîtriser tout ce qui est du fait de l'homme. Avant de poursuivre, sachez que le président du FASO-ROC, Marc-Christian Kaboré, prendra part aux travaux de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba. C'est en Éthiopie. La suite du journal, la Chine-Taïwan apporte sa contribution à l'organisation du Forum des hommes d'affaires Africalia 2016 à travers un soutien d'environ 164 millions de francs CFA. Africalia 2016 verra également la participation d'hommes d'affaires taïwanais. Paul David Bambara, Tanga Robert Kafando. 250 000 euros. C'est un chèque de 250 000 euros, soit près de 164 millions de francs CFA, pour accompagner la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina dans l'organisation du Forum africain des hommes d'affaires Africalia 2016. Avec ce montant, la République de Chine-Taïwan réaffirme son soutien à la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina au moment où elle en a le plus besoin. On a subi des actions de barbarie et on ne peut pas, face à ces attaques, on ne peut pas baisser les bras, donc il faut organiser cette activité comme prévu. Voilà, d'ailleurs, c'est aussi de solidarité. Notre gouvernement a décidé d'accompagner encore une fois Africalia 2016. Le Forum Africalia 2016 se tient du 24 au 26 février avec un double défi. Relancer l'économie après la période morose de la transition et rassurer les hommes d'affaires après les attentats du 15 janvier dernier que l'on peut toujours investir au Burkina en toute sécurité. Taïwan a décidé d'être un partenaire de la Chambre de commerce pour faciliter l'organisation du Forum Africalia. Nous nous en réjouissons et nous mesurons à sa juste valeur la contribution qui nous a été faite, contribution qui permettra une organisation pratique de l'événement.
À cette 4e édition, la Chine-Taïwan sera au rendez-vous avec près de 50 hommes d'affaires et dans leur collimateur, les produits forestiers non-lieu tels que le beurre de qualité et le sésame. En vigueur sur toute l'étendue du territoire national depuis la mi-septembre pour des raisons de sécurité, le couvre-feu a été levé le 25 janvier dernier. Selon les acteurs du secteur économique, les activités ont tourné au ralenti pendant la période du couvre-feu. Mokhtar Ouedraogo et Draman Dadian se sont intéressés à l'impact de cette mesure sur l'économie burkinabé. La levée du couvre-feu, annoncée le 25 janvier dernier, marque la fin d'une longue parenthèse aux yeux de nombreux Burkinabés, en particulier les noctambules. Pour les acteurs de l'industrie culturelle, par exemple, tout va au ralenti depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu. C'était le 17 septembre 2015. Mais comme le couvre-feu était placé de 1h à 4h du matin, on ne pouvait pas jouer l'orchestre comme il fallait. Donc il fallait débuter à partir de 19h et puis arrêter à 23h. Une bonne partie de l'économie de la culture tourne dans la soirée, généralement entre 20h, 21h et donc tard dans la nuit. Donc des prestations, les artistes donc, dans les points chauds de la ville donc, ont été revus, sinon ont été purement annulés. Dans la cuisine, visiblement Aminata Belem et son équipe ont retrouvé le sourire. Et ce depuis la levée du couvre-feu. Puisque avant la mezzanine, ça marchait. J'espère que ça cause de couvre-feu. Actuellement, ça ne marche plus comme avant. J'espère que ça va aller. Comme ils ont levé le couvre-feu, ça va aller. Maintenant, les gens vont sortir. Les gens vont venir manger, on va jouer. On va jouer jusqu'à l'aube. C'est également un ouf de soulagement dans le secteur informel. Un secteur qui occupe près de 80% des personnes économiquement actives en milieu urbain, dont certains ne travaillent que la nuit. Et que dire du secteur des transports? Là également, l'on fait grise mine, car la moisson n'a pas été bonne ces 4 derniers mois. Donc le couvre-feu a contraint, en tout cas le monde du secteur du transport, à revoir leur manière de travailler. Donc évidemment, il y a eu des livraisons qui ont été accusées de retard. Il y a eu des trajets où le temps pour la livraison a été augmenté dû au couvre-feu. Oui, les pertes, vraiment, ce que j'ai dit, c'est à peu près les 25% de nos chiffres qui sont partis. L'heure n'est pas encore au bilan à la Direction générale des impôts. Mais le couvre-feu a sans doute laissé des séquelles sur l'économie burkinabé. Bon, il est difficile à ce jour de quantifier cet impact-là. Si on a moins de temps pour exercer une activité, ça veut dire que ça joue sur le niveau des recettes. C'est pour dire quelque part que, en termes de gains pour les entreprises ou les opérateurs économiques qui évoluent dans ce secteur nocturne-là, ils ont vu en tout cas leur chiffre d'affaires diminuer. Ce ralentissement des activités économiques aura certainement un impact sur les recettes de l'État en termes de recouvrement. À Bobo-Dioulasso, les affaires reprennent peu à peu après la levée du couvre-feu. Les commerçants qui fermaient très tôt sont satisfaits de pouvoir faire de nouveau des affaires jusqu'à une certaine heure de la nuit. Le constat est signé Drissa Warga et Momoni Barou. Petit à petit, Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, renoue avec ses habitudes après la levée complète du couvre-feu. C'est donc avec grande satisfaction que les commerçants reprennent leurs activités économiques après un long moment de galère. En tout cas, il n'y a pas marché, les gens n'en sortent pas. C'est pas bon quoi. Mais comme c'est annulé là, moi-même je suis très content. Je vends le poulet là, mais par rapport à couvre-feu là, vraiment, ça n'a pas arrangé nous quoi. Mais comme le couvre-feu a été levé, vraiment, on était contents. Les stations d'essence ont également connu une baisse d'activité durant le couvre-feu instauré depuis la tentative du coup d'État le 16 septembre passé. Inutile de dire que cette situation a engendré un manque à gagner chez bon nombre de tenanciers de stations. À partir de minuit,
parlant, comme le couvre-feu à 1h du matin, à partir de minuit, il n'y a plus de vente. Donc les pompiers sont obligés de rester quand même dans le magasin, dormir, en attendant 6h du matin pour pouvoir fonctionner. Fallait-il lever le couvre-feu ou pas en cette période jugée sensible par certains commerçants? En tous les cas, les avis sont partagés. On a peur, mais avec tout ça, comme nous, c'est ici on mange, on boit. Si on ne sort pas, ça ne nous arrange pas vraiment. Mais on veut que la sécurité toujours fasse leur boulot. C'est pas facile, vu que quand même dans les 2 jours, on vient d'assister quand même à une attaque terroriste sur l'hôtel Splendide de Ouaga. Ça fait que nous avons cette inquiétude, cette peur au ventre. Mais maintenant, s'ils ont levé le couvre-feu, on se dit peut-être que le gouvernement a pris des mesures adéquates pour pouvoir quand même sécuriser la population. Pour l'instant, la ville de Sia n'a pas retrouvé totalement son ambiance habituelle. Mais tout laisse à croire que la levée du couvre-feu par le gouvernement va certainement relancer les activités économiques pour le bonheur de la population. Des mutuelles de santé pour 5 communes de la région du centre-est. Elles ont été financées par la Banque mondiale à hauteur de 158 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre aux populations de ces communes d'accéder aux soins de santé à moindre coût. Daouda Ouattara, Frédéric Etienne Basenga. Nyongo, Komtouega, Garango, Begdo et Boussouma dans le Boulgou ont désormais leur mutuelle de santé. Initié et mûri par l'ONG ASMAD en collaboration avec Bonnefontaine et Dakupa, ces mutuelles visent à ôter chez les populations de ces localités la préoccupation santé afin qu'elles se consacrent totalement à leurs activités. Dorénavant, avec 4 300 francs CFA par an comme cotisation, les membres de ces mutuelles verront les frais de leurs soins de santé pris en charge à 80%. Cette mutuelle va vraiment nous aider, surtout pour la santé des enfants. L'argent ne va plus faire défaut. Nous sommes vraiment contentes. Ce projet a vu le jour grâce au soutien de la Banque mondiale à travers le PADS. Et pour l'occasion, tous ont exhorté les populations à faire sienne ces mutuelles. ASMAD et ses partenaires n'entendent pas s'arrêter là. Elles comptent rester aux côtés de ces structures naissantes pour qu'elles puissent grandir. Nous allons poursuivre donc l'accompagnement technique des différentes mutuelles mises en place, accompagner pour les séances de sensibilisation, aider à mettre en place le système de gestion parce que c'est l'argent des communautés qui est mobilisé. Un autre signe de cet accompagnement, 10 millions de francs CFA ont été déjà mobilisés dans le cadre d'un fonds rotatif. Un fonds qui sera octroyé à 30 groupements de femmes afin qu'elles puissent accroître leurs activités génératrices de revenus. On reste dans le domaine de la santé pour parler du panel sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes organisé à Bobo-Dioulasso par l'association SOS Jeunesse et Défis. L'objectif est de sensibiliser les jeunes et les leaders politiques sur les difficultés d'accès de la jeunesse aux soins de santé. Idrissa Warga, Mireille Carole, Tougouma. Une forte croissance de la population, des ressources limitées, c'est l'une des caractéristiques du Burkina Faso selon les démographes. Voilà un fait qui expose le pays à la pauvreté, d'où la nécessité de planifier les naissances. C'est dans ce contexte qu'un panel est organisé au profit des jeunes de Bobo-Dioulasso. Il est question donc de voir comment on peut mobiliser davantage l'élite jeunes, quels sont les étudiants, quels sont les élèves, les futurs dirigeants du pays sur les questions de santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire assurer un espacement efficient donc des naissances, c'est-à-dire avoir l'enfant au moment que l'on veut, mais en tenant compte aussi du contexte du moment, c'est-à-dire de l'économie et d'autres facteurs qui pourront donc sociaux qui pourront donc intervenir. Et pour atteindre les résultats escomptés, plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour. D'abord, on va faire une présentation sur l'accès des jeunes à la planification familiale. Ensuite, on va voir ensemble quels sont les dividendes, qu'est-ce que la planification familiale peut apporter de positif aux jeunes actuellement et au Burkina de façon générale et quelle approche on peut adopter pour que ces jeunes-là puissent effectivement avoir accès à la planification familiale. L'initiative est de l'association SOS Jeunesse et Défis du Burkina Faso. L'animation de panels avec les étudiants et élèves dans les universités de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Koudrou sont au programme.
La campagne d'éradication de la mouche CC et de la trypanosomose PATEC renforce les capacités de ses membres. Cette formation entre dans le cadre de la planification des projets. La PATEC vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans les 6 pays concernés. Le point avec Idrissa Warga et Ahadi Sandamba. Ces acteurs sont venus de l'Éthiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Tanzanie ou du Zimbabwe. Ils ont 2 semaines de formation à Bobo Dioulasso, une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre et de la planification des projets PATEC. Vous savez que la PATEC, c'est la campagne panafricaine de lutte contre la mouche CC et les trypanosomoses. Parce que comme vous savez, c'est une maladie qui est débilitante également pour les hommes. Donc dans ce cadre-là, l'Union africaine, avec très souvent des partenaires, organise des cours pour le renforcement des capacités des cadres qui sont chargés de gérer ces projets PATEC. Conduite depuis 2000, la première phase de la PATEC, la campagne d'éradication de la mouche CC et de la trypanosomose a pris fin en 2013. Et ce 7e cours de formation intervient au moment où la PATEC recherche des financements pour une seconde phase. Très optimiste pour la suite, notamment la 2e phase, parce qu'on a eu des résultats avec certains pays de la première phase et il faut poursuivre dans ce sens. Si la première phase de la mise en œuvre de la PATEC a pris en compte 6 pays d'Afrique, cette seconde phase en perspective ambitionne toucher 38 pays concernés par ce fléau de la mouche CC. La fertilisation des sols avec la matière organique est de plus en plus recommandée, plus accessible et plus efficace. Les fertilisants naturels permettent d'obtenir de meilleurs rendements et des risques sur la santé. Des systèmes de compostage sont mis en place, des précisions avec Betty Bien-Naon et Moumouni Barou. Pour nourrir les plantes, l'agriculture conventionnelle utilise principalement les engrais chimiques. Selon le chercheur dans le domaine de l'agriculture, les plantes ont aussi besoin d'autres éléments nutritifs comme les êtres vivants et c'est là qu'entre en jeu l'utilisation de la fertilisation classique comme le compost. Plus simple à élaborer, il suffit de se procurer de la paille, des feuilles, de la boue de vache, en somme tout ce qui est constitué de matière végétale qu'on peut décomposer de façon naturelle à l'aide de l'eau. L'intérêt du compost, il faut dire qu'il est multiple. D'abord, c'est au point de vue physique, c'est-à-dire qu'il aide le sol à s'ameublir. Parce que ce qui rend le sol meuble, c'est sa teneur en matière organique et le compost est riche en matière organique, ça aide à maintenir le sol meuble. Le deuxième élément, c'est chimique, c'est que le compost permet au sol de maintenir une vie microbienne en dessous, qui permet au sol d'être aéré, de fixer de l'eau, de fixer les nutriments pour nourrir la plante progressivement. Selon le chef de programme de recherche sur la gestion des ressources naturelles, l'usage du compost ne se fait pas au hasard. Si vous avez du compost qui est très bien décomposé, il vaut mieux l'appliquer sur des cultures qui ont déjà poussé. Mais si vous avez du compost qui n'est peut-être pas très bien décomposé, on peut l'appliquer juste avant le labour pour que ça se mélange bien au sol. Et c'est ce qu'on a expliqué tantôt. Et là, quand on va semer, au fur et à mesure que les plantes se développent, le compost rend disponible les différents éléments minéraux qu'elles fixent et les plantes vont pouvoir bien se développer. Le compost ne contient pas de toxines selon les spécialistes et il apporte aux plantes tout ce dont elles ont besoin. Et comme constat, cette technique de compostage ne demande pas de creuser une fosse, elle est plutôt élaborée à la surface. Le procès de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a débuté ce matin. Il est le premier chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale depuis sa création en 2003. Laurent Gbagbo a clamé son innocence au début du procès. Il est accusé de crimes contre l'humanité suite à l'élection présidentielle de 2010 qui avait plongé le pays dans une guerre civile faisant près de 3000 morts. C'est un procès exceptionnel, celui de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Il est le premier chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale depuis sa création en 2003. Après la lecture des charges qui pèsent contre lui, Laurent Gbagbo ne change pas sa défense. Monsieur le Président, je plaide non coupable.
Il est accusé de crimes contre l'humanité, suite à l'élection de 2010 qui avait vu Alassane Ouattara l'emporter et le pays plongé dans une guerre civile, faisant près de 3000 morts. Son co-accusé, Charles Blé Goudet, responsable de milices, clame lui aussi son innocence. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Devant le bâtiment de la Cour pénale internationale, quelques centaines de partisans de l'ancien président se sont rassemblés. Il dénonce une justice considérée comme néocolonialiste, car aucun partisan du président Ouattara n'a pour l'instant été inquiété par la CPI, alors même que plusieurs ONG ont rapporté des violences commises par son propre camp. Le président iranien Hassan Rouhani est en France. Il souhaite établir de nouvelles relations avec Paris, avis partagé par Manuel Valls, le Premier ministre français. Au-delà de la politique et de la diplomatie, cette visite a une portée économique. Tourner la page pour une relation nouvelle entre l'Iran et la France. C'est l'objectif affiché du président Rouhani en visite à Paris. Tourner la page d'une Iran mise au banc de la diplomatie internationale, privée d'échanges commerciaux avec le monde occidental. Au programme de ce jeudi, la signature de gros contrats avec des entreprises françaises, PSA, Total ou encore Airbus sont sur les rangs. Le Premier ministre français Manuel Valls a appelé à bâtir des coopérations de long terme avec l'Iran. Grâce à l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre. Vous le savez, la France a accueilli avec une grande satisfaction la pleine mise en œuvre de cet accord déclaré le 16 janvier dernier. La visite du président iranien a été reçue avec beaucoup moins d'enthousiasme de la part des militants des droits de l'homme. Des Femen ont simulé une pendaison publique près de la tour Eiffel afin de protester contre les condamnations à mort et la répression qui sévit contre les dissidents et les artistes iraniens. Le riz périmé, la date des prochaines élections municipales et l'enquête de l'attaque terroriste de Ouagadougou font l'actualité des quotidiens de ce jeudi. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zongo. Et le spectre de produits contaminés au périmé refait surface de façon troublante. Rappelez-vous, les canettes d'eau bouffe, le riz des cantines scolaires de Tinkodougou, entre autres. Cette fois-ci, selon les dernières nouvelles du Faso, il s'agit de falsification des dates de péremption de riz destinés aux cantines. Le journal confie que tout serait parti d'une dotation courant avril 2015 de riz destiné aux cantines scolaires, mais dont la date de péremption était presque arrivée. Les mises en cause seront toujours DNF et dont des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation aurait alors entrepris de reconditionner le riz dans des sacs estampillés MENA. Fini la polémique ou l'équivoque sur la date des municipales, le Conseil des ministres a tranché pour le 22 mai prochain. Dans 4 mois, relève le journal Le Soir. Et notre temps, comme s'il était candidat, fait une invite en ces termes. Aux urnes le 22 mai 2016. Enquête sur l'attaque terroriste de Ouagadougou, Maïsa Sérimé clôt le débat sur le nombre exact du commando terroriste de Ouagadougou. On se souvient de cette guerre interminable des chiffres des djihadistes. 3 djihadistes, 4, 5, 6 et même plus avons-nous entendu. Au finish, 3 assaillants, pas plus, affirme le journal Le Soir. Il n'était donc que 3 assaillants, s'exclame non sans étonnement l'observateur. Un Burkinabé serait dans le collimateur de ces attaques, titre aujourd'hui au Faso, qui parle d'un lien probable entre un Burkinabé et les 3 assaillants. Affaire donc à suivre. Avant de nous séparer, sachez que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prendra part aux travaux de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.